Les chroniques de l'informatique. Dans cette édition des Chroniques de l'informatique, nous irons à Madrid pour la deuxième partie de notre reportage spécial sur la conférence annuelle de l'informatique, ETRE. Nous parlerons avec Bill Gates de Windows 95 et de Microsoft Network. Nous vous montrerons une nouvelle application de la réalité virtuelle, des graphiques sous Windows pour votre PC, le dernier système de reconnaissance de la parole, Esther Dyson sur l'avenir de Microsoft et un concurrent potentiel pour Intel, au programme de cette édition spéciale des Chroniques de l'informatique. Internet a dominé la conférence ETRE de cette année, pas seulement dans les conversations de couloir entre PDG, mais également dans la salle technologique, où petites et grandes entreprises présentaient leurs nouveaux produits. QuarterDeck se démarque de son image traditionnelle de fabricant de programmes utilitaires avec des produits comme QEMM et DeskView pour devenir l'un des premiers fournisseurs de navigateurs sur le web d'Internet. Voici QuarterDeck Mosaic, une révision du programme Mosaic original avec plusieurs fonctions intéressantes. Si vous attendez que les graphiques se chargent, QuarterDeck vous laisse voir le texte pendant que vous attendez les graphiques. C'est essentiellement un navigateur multitâche qui permet de voir plusieurs iris sur le net dans une page web, par exemple, tout en gardant l'œil sur un groupe d'utilisateurs ou un transfert de fichiers. Mosaic de QuarterDeck assure également une gestion savante de fichiers en ligne. Cela fait partie de la nouvelle suite de produits Internet. QuarterDeck a sorti un serveur web, un logiciel qui sert à créer un site web et un nouveau langage auteur HTML appelé WebAuthor. Le web arborait une physionomie nouvelle à la conférence ETRE. Voici la nouvelle interface net d'UB Networks dans le style des jeux 3D. Vous choisissez le personnage qui vous représente et vous explorez le World Wide Web en franchissant des portes pour chercher ce qui vous intéresse. Voici une autre application pratique de la réalité virtuelle. Au lieu de jouer à des jeux en réalité virtuelle, une compagnie anglaise, Superscape, utilise cette technologie pour créer des simulations du lieu de travail. Et voici un simulateur de production qui permet de former les ouvriers d'une chaîne de production sans risque d'erreurs en ligne. Ce simulateur de formation est utilisé par Motorola. Superscape a même mis au point une souris spéciale pour utiliser le logiciel de réalité virtuelle et un Mac virtuel pour former les travailleurs aux automatismes. La conférence ETRE était placée sous le signe de la visualisation. À mesure que l'information gagne en complexité, elle est présentée de plus en plus sous forme graphique. Voici WinMap et WinGIS de Progis, une compagnie autrichienne. Le logiciel vous permet de trouver ce que vous cherchez par l'image et non par le texte. La présentation visuelle donne accès à des masses de données qui peuvent être organisées graphiquement. Une autre approche intéressante des bases de données visuelles est proposée par ce logiciel baptisé Vineyard de Data Fellows, une compagnie finlandaise. Vineyard permet de déchiffrer des relations complexes à l'aide d'icônes visuelles pour identifier la nature des relations. Data Fellows dit que son logiciel est un gestionnaire d'informations visuelles pour les groupes de travail. Les graphiques sont aussi importants pour les jeux. Et tandis que les PC se disputent avec Sega et Sony le secteur des plateformes de jeux modernes, une nouvelle compagnie du nom d'NVIDIA a mis au point un puissant accélérateur de graphiques 3D qui transforme votre PC en jeu d'arcade. Sega a déjà breveté la technologie pour transposer ses jeux Saturn au PC. La carte NVIDIA peut traiter 100 millions de points lumineux par seconde, offrant des images de qualité graphique sur un Pentium. La carte d'accélérateur NVIDIA coûtera environ 200 $. L'autre technologie de pointe qui dominait la conférence ETRE cette année était la reconnaissance de la parole, qui n'est pas encore un produit grand public, mais semble bien parti pour le devenir. Voici le système de reconnaissance de la parole de Learnot et Ospay, une compagnie belge, un système qui reconnaît des phrases en continu et indépendamment de l'orateur. Schedule a meeting. I want the wake-up service. All right. Please give me your room number. 17. Cette technologie est actuellement mise au point pour les logiciels d'enseignement interactif des langues, pour les systèmes bancaires à commande vocale et pour les systèmes de conduite automobile à commande vocale. Il est beaucoup moins dangereux de parler à votre voiture que de tâtonner pour trouver le bon bouton. Et la reconnaissance de la parole est un phénomène global. Dragon Systems a démontré son nouveau système qui fonctionne en plusieurs langues.
Notre conversation de ce matin, virgule. Voici IdeaGen, un programme de CAC Research d'Helsinki en Finlande. CAC signifie créativité assistée par ordinateur. IdeaGen étudie un logiciel qui vous laisse explorer des idées nouvelles dans un format structuré. Le logiciel est tiré des recherches originales du professeur Vilko Verkala, l'un des pionniers dans le domaine de la résolution de problèmes assistés par ordinateur. C'est essentiellement un outil de gestion pour générer des idées nouvelles. IdeaGen a remporté le prix de l'innovation au CBIT, le plus grand salon des technologies du monde. Enfin, comment font-ils? C'est un nouveau système de projection pour ordinateur qui permet de cliquer sur des objets à l'écran pour exécuter des fonctions de calcul. Le système, créé par la compagnie Proxima, enregistre la réflexion du rayon laser d'un module de pointage par un jeu de miroirs et les traduit en clics de souris ordinaires. Nous sommes à la Puerta del Sol, l'un des grands quartiers commerçants de Madrid, et j'ai derrière moi le magasin El Corte Inglés, l'un des plus grands magasins d'informatique de Madrid. Il y a quelques mois, une cérémonie mondiale s'est déroulée ici même lorsque le magasin a ouvert ses portes à minuit pour laisser les mordus d'informatique espagnols entrer en ligne et être les premiers à avoir leur copie de Windows 95. Oui, la folie Microsoft a balayé l'Espagne comme tous les autres pays du monde. D'après Bill Gates, la sortie fracassante de Windows 95 confirme la croissance de l'industrie informatique plus qu'elle ne reflète l'impact médiatique de Microsoft. Cela n'a rien à voir avec nous. On ne s'attendait pas du tout à attirer une telle attention. Je crois que cela en dit long sur le PC et sa place dans la vie des gens. Et cela montre que si vous sortez une nouvelle génération de systèmes d'exploitation et que vous joignez les forces de Microsoft avec celles des distributeurs de matériel et de logiciels pour accroître les capacités de leurs produits, eh bien, cela a des retombées mondiales et cela prépare la génération future. Windows 95 est sorti depuis plusieurs mois déjà et malgré quelques ratés, Gates dit que le marché a bien réagi. Nous recevons plus de 20 000 appels par jour. Nous prenons note de tous ces commentaires et aucun problème sérieux n'est apparu, et ce dont nous nous félicitons. Nous n'avons jamais fait autant d'essais que sur ce produit. Ce n'est pas un produit parfait, et c'est pourquoi nous avons étoffé notre service téléphonique et prolongé les heures d'ouverture, mais le bon déroulement des installations et l'accueil que nous avons reçu a dépassé notre attente. Tous les éditeurs de logiciels, grands et petits, parlaient de Windows 95 de Microsoft et des implications sur leurs propres activités. Notre produit marche très bien dans l'environnement Windows 95. Nous sortirons d'ici à la fin de l'année une suite destinée à utiliser les nouvelles fonctionnalités. Les essais en clientèle vont commencer. Nous pensons donc que nous ne nous laissons pas dépasser et nous sommes très optimistes pour les possibilités d'avenir. Windows 95 a certainement freiné le marché des applications pour tous les éditeurs cet été, y compris Microsoft. Maintenant que le produit est sorti, le suspense est levé et on peut à nouveau réfléchir aux options possibles. L'impact de Windows 95 a été si grand que pour la première fois dans l'histoire de l'industrie du logiciel, on a créé des applications avant même que le nouveau système d'exploitation ne soit sur le marché. Pour aucun système d'exploitation, on ne développait jamais des applications avant l'expédition du système d'exploitation. Dans le passé, les gens attendaient généralement de voir comment les choses allaient tourner. Et dans ce cas, la plupart des éditeurs de logiciels ont créé des programmes pour Windows 95 avant sa sortie. Il y a donc déjà beaucoup de produits sur le marché et presque toutes les applications valables seront commercialisées d'ici à la fin de l'année. Ce ne sont pas seulement les caractéristiques de Windows 95 qui vont accélérer son adoption, mais aussi les applications. Même les compagnies spécialisées dans le haut de gamme, les compagnies qui utilisent le système Unix, comme Sun Microsystems, ont dû modifier leur stratégie commerciale pour tenir compte de la forte présence de la plateforme Windows. Nous respectons Microsoft
Ils ont une incroyable influence sur le marché, même si personne ne veut l'admettre, et nous devons en tenir compte. Notre stratégie, qui a totalement changé au cours des 2 dernières années, consiste à incorporer par exemple les capacités d'application sous Windows dans nos desktops, de façon à pouvoir utiliser Microsoft Office dans l'environnement Windows pour intégrer les capacités de gestion de système et d'administration de réseau sous Windows. Et Sun n'est pas un débutant. En fait, sans tambour ni trompette, Sun est devenu une entreprise de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un taux de croissance de 26% l'an dernier, autant que Microsoft. Mais Windows 95 a provoqué une réaction en chaîne et l'analyste Alex Vieux dit que ce n'est qu'un début. Il va sans dire que Windows 95 devra faire ses preuves en 96, et c'est ce qu'on va voir. Je ne pense pas qu'on puisse nier le fait que tout le monde crée des applications pour Windows 95, sort des produits pour Windows 95, mais la grande année pour Windows 95, ce n'est donc pas 95, mais 96. Quand on ne parlait pas de Windows 95 à la conférence Être, on parlait de Microsoft Network et du risque de voir Bill Gates utiliser sa position de force sur le marché du PC pour s'imposer également dans les services en ligne. Ils étaient naturellement tentés de dire je peux utiliser ma position de force sur le desktop, et le desktop étant la voie d'accès au réseau, je peux devenir le réseau. Ce serait une réaction naturelle pour Microsoft. Et Bill Gates m'a surpris hier, je l'avoue, quand il a clairement indiqué qu'il s'était rendu compte qu'on ne peut pas contrôler Internet et que l'objectif de Microsoft est en réalité de devenir un service en ligne. L'optique MSN de Microsoft a radicalement changé en partie à cause de nous, parce que nous avons, d'une certaine façon, désamorcé leur stratégie commerciale. Leur stratégie consistait à tenter d'accaparer le réseau et de le jumeler avec le réseau Microsoft. Ils l'appellent MSN, mais c'est en réalité un service. Et à ce stade, le service devait être un réseau au même titre qu'AOL, CompuServe et Prodigy. Ils ont réalisé qu'ils devaient séparer tout ça. Le changement de cap soudain de Microsoft en ce qui concerne MSN et Internet a été une aubaine pour la plupart des autres éditeurs de logiciels qui peuvent ainsi aspirer à une place dans le nouvel univers d'Internet. Ils ont réalisé qu'Internet n'était pas la propriété de Microsoft et n'allait pas le devenir. Et ils se sont dit qu'il n'y avait pas de possibilité dans le traitement de texte, mais ce n'était pas forcément la faute de Microsoft. Et ils voient que le net est ouvert à tous et que Microsoft est un participant comme les autres. Tout d'un coup, au lieu de se tourner vers Microsoft, ils regardent dans la même direction que Microsoft. MSN se lance en fait dans l'univers des services en ligne et Bill Gates dit que, du point de vue de Microsoft, c'est un produit nouveau comme les autres. C'est comme tous les autres nouveaux secteurs dans lesquels se lance Microsoft. Une fois notre présence établie, nous tenons compte des réactions du marché et nous continuons à innover. De nombreuses améliorations sont introduites, comme on verra dans les mois prochains. L'avantage d'un service en ligne, c'est que vous pouvez sortir une nouvelle version tous les jours. Il y aura de nombreuses mises au point. Il reste beaucoup à apprendre. Mais nous sommes déterminés à apporter quelque chose de plus sur Internet, à être un acteur important. Mais il était clair qu'aux yeux de l'industrie, Bill Gates avait reculé sur la question MSN, acceptant le fait qu'il reste une entité dans l'industrie informatique plus puissante que Microsoft, Internet. Microsoft aura certainement un service en ligne populaire pour ses propres produits et services, et je leur reconnais cela. Ils le méritent. Mais il est ridicule de prétendre monopoliser le réseau, tout son contenu, et régner en maître absolu sur le réseau. Mais si on a poussé un soupir de soulagement en ce qui concerne la bataille qui se déroule entre les services en ligne, on ne peut pas en dire autant pour le secteur des logiciels d'application. Je n'ai jamais vu une telle domination, même à l'époque d'IBM, où les autres acteurs n'ont aucune chance d'intervenir dans les 5 à 10 prochaines années. Je ne vois pas comment ils feraient. Car qui est capable de surmonter les barrières qui existent actuellement à l'entrée sur le secteur des applications?
Dans le secteur des systèmes d'exploitation, qui peut défier Windows 95 et ses dérivés NTNDS? Je ne vois vraiment personne qui en soit capable. Ce sont des foutaises, si vous me permettez. C'est un langage un peu fort, mais je ne suis absolument pas d'accord avec ceux qui disent que la taille ou la position commerciale de Microsoft empêche les autres de trouver d'autres débouchés. Lorsque vous êtes un concurrent de Microsoft, cela peut paraître une tâche insurmontable de rivaliser avec ses produits et d'essayer de survivre dans le domaine des applications PC. Mais si vous êtes Microsoft, le monde se présente sous un jour totalement différent. Et Gates a ses propres démons. Microsoft a des angoisses fondamentales. Comment poursuivre notre croissance, comment attirer des gens, comment garder notre souplesse, comment ne pas nous reposer sur nos lauriers. La fermeté de caractère est en fait plus importante que la stratégie et je crois qu'il se pose les bonnes questions sur le caractère de la compagnie au même titre que la stratégie. Il est clair qu'il ne sera pas aussi facile de dominer Internet, qui repose sur la diversité, que de dominer le DOS et le secteur des applications qui repose sur des normes. Mais malgré tous les commentaires sur la puissance de Microsoft dans le secteur des logiciels, on estime également que la domination des plateformes MS-DOS et Windows a été excellente pour l'industrie et pour le consommateur. À propos de Microsoft, il est important de rappeler une chose qu'on oublie facilement face à toutes les critiques à l'encontre de cette compagnie, à savoir que si elle n'avait pas connu un tel succès et n'était pas devenue le principal système d'exploitation du PC IBM, il est peu probable que l'industrie du PC aurait acquis la taille et la vitalité qu'on lui connaît aujourd'hui. Autrement dit, Microsoft a alimenté la croissance d'une vaste industrie en excellant dans ce qu'elle fait. C'est un point essentiel à rappeler, et tous ceux présents en sont généralement parfaitement conscients. Toute discussion sur la suprématie de Microsoft dans le secteur des logiciels est généralement suivie de jérémiades sur Intel, qui contrôle le côté équipement. En fait, les analystes ont inventé le terme Wintel pour décrire la domination Windows-Intel sur la plateforme PC. Côté microprocesseur, de nombreux analystes pensent que la position d'Intel est encore plus forte et même plus inquiétante que celle de Microsoft. Une chose est certaine, c'est malsain. Intel a créé une situation dangereuse. C'est malsain pour les réseaux, mais il y a d'autres solutions au niveau des réseaux étendus. Il y a d'autres acteurs. Et la situation n'est pas encore bloquée dans le secteur des réseaux. Tricom, Cisco sont suffisamment importants pour concurrencer Novell. Mais dans le secteur des microprocesseurs, Intel est en position de force contre tous ceux qui essaient de gagner quelques 10% du marché. Il ne laisse de place à personne d'autre. Et je ne vois aucun changement à l'horizon. Intel contrôle le marché des processeurs de PC avec près de 90% du marché. Il a plusieurs petits concurrents comme Cyrix, AMD et NextGen, qui pensent qu'ils ont une chance contre Intel s'ils arrivent à offrir un produit supérieur. Absolument, parce que ce n'est pas la même situation que pour les logiciels. Un logiciel, ce sont des fonctions et un contenu, et chaque logiciel a une clientèle fidèle. Le microprocesseur est un moteur qui est invisible à l'utilisateur final. Et ce dernier utilise les applications, et si un processeur est plus performant que le processeur tout au moins Intel, il grignotera des parts de marché sur Intel. Il est donc plus facile de gagner des parts de marché sur Intel dans le secteur des microprocesseurs, malgré l'énorme budget publicitaire d'Intel. Vu qu'il faut investir plus d'1 milliard de dollars pour construire une usine de microprocesseurs, vous avez intérêt à avoir une bonne stratégie à long terme pour maintenir votre avance, et c'est le cas d'Intel. Leur objectif est de multiplier les ventes de produits qui utilisent les produits Intel, ce qui veut dire que les produits qui fonctionnent avec un microprocesseur Intel devraient être bon marché. Comment faire? Bien, vous mettez des prix bas dans un environnement où il y a beaucoup de concurrents qui offrent essentiellement le même produit. Ils sont peu différenciables. La seule différence est le nom. C'est un compact ou un Packard Bell.
Intel permet donc aux compagnies qui n'ont pas une marque connue de se distinguer en collant le label Intel Inside, ce qui diminue la valeur des marques connues, de sorte que tous les fabricants doivent jouer sur des prix. Cela fait baisser les prix, cela augmente la demande, du fait de l'élasticité de la demande, et c'est la stratégie d'Intel. Mais au bout du compte, les concurrents d'Intel estiment qu'Intel n'est pas Microsoft, et en tant que distributeur de matériel, ils sont plus vulnérables aux nouveaux produits compétitifs. La position d'Intel sur le marché du processeur n'est pas tout à fait la même que celle de Microsoft dans le domaine des systèmes d'exploitation ou des interfaces. Intel a des concurrents qui offrent des produits peu différents des produits Intel. Microsoft offre des capacités, des fonctions et un contenu spécifique, alors qu'Intel fournit une simple unité de traitement qui se distingue par une seule chose, c'est sa vitesse de calcul. Mais Alex Vieux n'est pas du même avis. Il pense qu'Intel contrôle davantage le marché des processeurs que Microsoft ne contrôle le marché des systèmes d'exploitation. Si vous analysez le secteur des microprocesseurs, Intel est l'acteur principal. Et c'est une situation malsaine. Je suis heureux pour Intel que le département de la justice ne se penche pas sur son cas. Mais j'ai fait du droit. Et si je travaillais au département de la justice, je suivrais Intel de plus près que Microsoft. Intel et Microsoft monopolisant le débat, on n'a guère parlé d'Apple, de Motorola, de Macintosh ou du PowerPC. J'ai demandé à Alex Vieux comment il envisageait l'avenir d'Apple. Bien que je sois un mordu d'Apple, j'utilise uniquement des Macintosh. Au cours des 2 prochaines années, on va assister à une transformation chez ceux qui utilisent Apple à cause de Windows 95. Certains vont changer de système, soit sous l'influence du plus grand nombre, soit parce que les gens se disent que ce n'est pas sérieux de continuer à utiliser un système de marque déposée qui n'évolue pas assez, qui n'est pas assez vite, pour lequel Apple n'a pas une masse critique de clients et Apple sera limité au segment haut de gamme. Je crois donc qu'Apple devra se battre très dur s'il veut être encore là en l'an 2000. Ça peut paraître dur, mais je ne parierai pas qu'Apple sera encore là. Et le PowerPC, est-ce qu'il peut détrôner Intel? Atik Raza de NextGen ne le pense pas. Le PowerPC est un excellent microprocesseur pour le PC Apple. Mais en dehors d'Apple, je ne vois pas comment il pourrait s'imposer sur le marché. Et dans la mesure où il existe des clones du Macintosh, qui est un système d'exploitation plus courant, il pourrait gagner des parts de marché. Mais à l'heure actuelle, le PC a pris une telle avance avec le microprocesseur Intel et les normes basées sur le microprocesseur x86 et les PC qui l'utilisent se généralisent tellement vite et sont adoptés par le marché à un tel rythme qu'il sera difficile de renverser la situation. Une chose était claire à la conférence Être. Quoi qu'il advienne d'Intel ou Microsoft, un modèle connaît une transformation radicale à la suite de l'omniprésence de l'ordinateur et du pouvoir grandissant d'Internet. La notion même de valeur économique doit être révisée de fond en comble. Autrefois, la terre avait de la valeur, car elle produisait de la nourriture, puis les machines, l'équipement et les usines ont pris de la valeur. En termes monétaires, leur valeur était considérable. À l'avenir, ce sera ce que les gens ont dans la tête qui aura de la valeur. Et il y aura 2 types de valeurs, la valeur productive, la valeur du savoir. Je sais comment faire quelque chose car j'ai suivi une formation et des études. Le deuxième type de valeur est la valeur d'une marque. Prenez Microsoft. La moitié de la valeur de Microsoft ne se trouve pas à Redmond. Elle se trouve dans la tête de millions de gens à travers le monde. C'est une valeur phénoménale parce que les gens sont prêts à payer pour s'approprier les connaissances de Microsoft. Ici Stuart Chiffé au Salon européen sur la technologie à Madrid pour les chroniques de l'informatique.
Les chroniques de l'informatique sont réalisées avec le concours de Hewlett-Packard Personal Computers, les PC d'entreprise. Et de l'association des éditeurs de logiciels qui fournit des programmes éducatifs pour la gestion de logiciels. Veuillez ne pas copier ce disque. Les chroniques de l'informatique sont disponibles sur vidéocassette au prix de 32,50 $. Veuillez indiquer le numéro et le sujet de l'émission sur votre commande. Pour tout renseignement sur la série, les invités et les produits présentés, vous pouvez vous abonner à la lettre de chiffée. Dans chaque numéro, Stuart jette un regard personnel sur les tendances du marché de l'ordinateur personnel. Pour commander une vidéocassette et la lettre de chiffée, veuillez téléphoner au 1-800-800-95-20 ou écrire aux chroniques de l'informatique.